Le temps viendra où, avec allégresse, tu t'accueilleras toi-même, arrivant devant ta propre porte, ton propre miroir, et chacun sourira du bon accueil de l'autre. Extrait du poème L'amour après l'amour, tiré de Raisin de mer, Sea Grapes, de Derek Walcott, traduit par Claire Malroux. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission littéraire Préface. Ce mois de février célèbre à la fois l'amour, mais aussi l'histoire des personnes noires. On appelle ce mois aussi The Black History Month. La littérature écrite par les personnes afrodescendantes est une jeune littérature et pourtant elle compte déjà des noms célèbres, que ce soit en Guadeloupe, par exemple avec Simone Schwarzbart, Ernest Pépin, Guy Tyrolien, Marie Scondé, Gisèle Pineau, ou encore en Martinique avec Aimé Césaire, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, et j'en oublie sans doute d'autres. En Guyane, avec, tiens, on va lui faire un coucou, Patricia Triplet, n'est-ce pas, Damas, mais aussi dans la Caraïbe, un peu plus proche de nous, Sainte-Lucie, comme je viens de citer avec Derek Walcott, ou encore à Trinidad avec Langston Hughes. Ces auteurs et autrices livrent leur regard sur le monde qui les entoure, mais aussi dévoilent leur monde intérieur, notamment dans ce poème de Langston Hughes intitulé « Qu'arrive-t-il à un rêve différé ?» Revendication identitaire, éloge de la créolité, dénonciation des injustices et des crimes coloniaux, quête des origines sont autant de thèmes qui traversent la littérature des écrivains et des écrivaines afrodescendants. Qu'en est-il de la jeune génération? L'auteur que nous recevons aujourd'hui est un concept à lui seul. Lauréat du concours littéraire Africulture en 2018, dans la catégorie poésie, ses textes, son style, sa symbolique, sa dynamique ne peuvent laisser le lecteur ou la lectrice indifférent. Les mots sont libres, insoumis, ils échappent au code, ils transpercent et enivrent à la fois. À travers son recueil, intériorité et extériorité se nourrissent, se digèrent. Notre invité a intitulé son recueil, ou devrais-je dire ses recueils, puisqu'il s'agit d'une trilogie, La tribu des rimes crépues. Que signifie ce titre? Qu'est-ce qui caractérise l'écriture de cet auteur? J'ai l'immense plaisir de recevoir Samuel Kramer Rinaldo, poète, chroniqueur et avec taquinerie, j'ajouterai chef de sa tribu. Bienvenue Samuel Rinaldo. Alors, tu as déjà sans doute vu l'émission. Oui. Je choisis de tutoyer. Hein. Bien sûr, avec grand plaisir. On est d'accord. Alors, quand et comment rencontres-tu l'écriture ou comment l'écriture te rencontre-t-elle ou te choisit-elle? Je pense que ça a été l'une des fées qui s'est penchée sur mon berceau parce que je n'ai pas de souvenir du moment où j'ai appris à écrire, où je n'ai pas commencé à raconter des histoires à écrire. Mon premier souvenir d'écriture, ou en tout cas une forme de reconnaissance, c'est quand j'étais en CE2, je crois, CE2, CE1. Je ne sais plus si ça existe toujours, si on fait toujours ce genre de choses, mais j'avais gagné un concours de rédaction. Donc je crois que voilà, je ne peux pas te dire à quel moment j'ai commencé à écrire. Je pense que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire dès que j'ai commencé à mettre à Béaba, etc. D'accord. Donc en fait, elle t'a happé, on pourrait dire, puisque apparemment c'est carrément une symbiose. Alors je rebondis sur ce que tu dis, puisque manifestement c'est en tout cas assez tôt que tu as commencé à écrire, est-ce qu'on pourrait dire que chez toi c'est un besoin viscéral? Et ce n'est pas pour rien que je dis viscéral. Est-ce que c'est un besoin viscéral, voire vital pour toi, le fait d'écrire, ou c'est un simple exutoire? Il y a un moment dans ma vie d'auteur, en tout cas voilà, de créatif, où je me suis posé beaucoup de questions sur l'écriture, et j'ai un prof en prépa qui m'avait conseillé la lecture des Lettres à un jeune poète de Rilke. Et dans ce moment, alors je paraphrase, je suis très mauvais pour les citations, mais il dit quelque chose comme aux heures les plus profondes de la nuit, demandez-vous s'il vous est vraiment nécessaire d'écrire.
Et puis du coup, j'ai fait ce travail. Je me suis demandé est-ce qu'il m'était vraiment nécessaire d'écrire. Et je me suis rendu compte que je pouvais arrêter de faire plein de choses, mais que même lorsque je n'écrivais pas sur le papier ou sur mon portable comme je fais, dans ma tête, j'écris. Donc je ne suis même pas sûr que ça soit du besoin, de l'ordre du besoin ou de l'envie. Je pense que c'est de l'ordre, je ne sais pas, de la respiration. Naturel. Voilà, de la respiration, du naturel. C'est quelque chose que je fais automatiquement. Même quand je suis arrivé, je regardais les livres et tout, et dans ma tête, j'avais une description que j'étais en train d'écrire dans ma tête de comment les livres étaient disposés, etc. Il y avait une petite narration. Donc c'est quelque chose qui est très naturel. Et puis j'aime bien le fait que tu parles de viscéral, parce que c'est quelque chose qui se rapporte beaucoup à ça pour moi. C'est un processus de digestion. C'est vraiment, je capte tout ce qui se passe autour. Et puis, des événements de ma vie au fur et à mesure, et puis je digère, et puis au bout d'un moment, tout ça me nourrit. Et puis, quelques temps plus tard, selon, je ne sais pas, un élément déclencheur quelconque, l'écriture va arriver. Alors, est-ce que c'est justement cet élément déclencheur qui t'a permis d'arriver à ceci? Alors, la tribu des rimes crépues, j'aimerais bien qu'on parle de ce titre-là, ce titre de ce recueil qui m'a... les mots m'ont interpellée, parce que je me dis, mais c'est marrant, parce que tribu, rimes crépues, on voit pas tout de suite le lien entre les différents mots. On a même presque l'impression qu'il n'y a pas de lien. Et ce que j'ai noté, bon là c'est des formations professionnelles, j'ai vu qu'il y a une allitération en R. Donc je précise pour les téléspectateurs et internautes qu'une allitération, c'est la répétition d'une même consonne ou d'un même son consonne. Et là, c'est la répétition du R. Tribu, rime, crépu. Et le gars, il s'appelle Kramer avec 2 R à la fin. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venu ce titre et pourquoi ce titre? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. La première chose, c'est l'élément déclencheur. Je me rappelle exactement très bien quand m'est venu le premier poème, La tribu des rimes crépues, le premier éponyme. J'avais assisté à une dédicace de cette chanson qu'on fait main de Lionel Trouillot. Oui. Et ça faisait un moment, en fait, que si on est antillais, et on veut, tout le monde écrit en créole, on veut écrire en créole, etc. Et moi, le parler créole, oui, l'écriture créole, c'est un peu plus compliqué. C'est clair. Et je me disais, mais comment je peux mettre dans mon écriture cette part de mon identité? Comment je peux, j'ai pas envie de dire créoliser la langue, mais comment je peux mettre ça dans mes textes? Et puis j'ai lu Confiant, j'ai lu Casachine, j'ai lu Chamoiseau, ça commence à mûrir, etc. Et puis je vais à cette dédicace de Trouillot, on échange, il lit quelques textes, et puis il lit, je crois que c'est Le Retour à Cayenne, ou Le Voyage à Cayenne, ce poème. Et je ne sais pas pourquoi, alors que ça n'a rien à voir avec ce que j'écris par la suite. Mais quand je sors de la dédicace, je fais quelques pages, je me pose dans un café, et je me dis, ouais, en fait, mais sa rime, elle est... Je fais, ouais, mais en fait, ma rime, elle est comment? Ah, elle est crépue, en fait, ma rime. Et puis comme ça, paf, le terme de rime crépue naît, et puis j'écris le poème La tribu des rimes crépues. Et puis après, tout le recueil découle. Parce que j'ai trouvé mon angle, j'ai trouvé mon angle d'attaque, j'ai trouvé, oui, l'histoire en fait que je voulais. Le non-non même. Le non-non, exactement. C'est partie de ce que je dis souvent. La tribu des rimes crépues, c'est un cri jeté à la face de l'univers qui exprime le non-non de nous-mêmes. Exact. Et c'est vraiment ça. Et donc pourquoi on parle de tribu des rimes crépues? Bon, on a un petit peu de temps. Mais bien sûr. Et puis on va se mettre à l'aise. On a quasiment 1 heure. On va se mettre à l'aise. La tribu des rimes crépues, en fait, ça part sur plusieurs concepts. Le premier, c'est l'idée de tribu. En fait, l'écriture est un exercice quand même assez solitaire, mine de rien. Oui. Au final, même si par exemple avec l'agneau, on écrit l'agneau pimenté, l'autre hémisphère du romantisme nègre, on a beaucoup écrit ensemble, mais au final il y a quelque chose de très personnel, on est très seul dans cette histoire. Et je me suis dit, mais en fait on est seul, mais pas vraiment.
pas vraiment. Quand j'ai commencé à regarder autour de moi, puisque je m'intéressais de plus en plus aux artistes, à des initiatives de toutes sortes, et je me rends compte que tous les artistes, tous les créatifs que je croise, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient peintres, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient cuisiniers, qu'ils soient designers, qu'ils soient couturiers, tous en fait, on a un petit pet au casque. J'aime bien appeler ça un petit pet au casque. On a un petit truc qui fait qu'on voit pas le monde un peu pareil, tu vois. On a un petit décalage en fait. C'est ça. Cette fêlure qui laisse entrer la lumière. Exactement. Oh, j'aime beaucoup. On a ce petit décalage dans notre façon d'aborder le monde, et c'est ce petit décalage en fait, ce petit pas de côté sur l'angle que tout le monde a, qui nous permet en fait de créer et de voir en fait les choses différemment. J'aime beaucoup l'idée de cette image d'une lumière qui traverse. Tu sais, tu as une pièce fermée. Absolument. Tu as le rideau, et puis tu as un petit rayon de soleil qui traverse. Exact. Et si tu demandes à un lambda, à n'importe qui, qu'est-ce qu'il pense de ça, il dirait il y a de la lumière. Voilà, c'est ça. Et puis si tu demandes à un architecte, il va dire il y a une perspective qui se trace, etc. Tu demandes à un photographe, à un peintre, il verra un clair-obscur. Tu demandes à un poète, il verra une histoire à raconter, un musicien, il verra peut-être une mélodie, etc. Une mélodie, tout à fait. Et je me suis dit, mais en fait, quelles que soient les réponses que nous allons apporter en tant que créatifs à qu'est-ce qu'est ce rayon de soleil dans la pièce, personne ne te dira c'est les photons qui traversent, etc. Oui, absolument. Donc on apporte chaque fois une réponse différente, mais qui part de cette même intention de création. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça notre dénominateur commun. Le plus petit dénominateur commun entre les créatifs, c'est cette vision du monde un peu décalée. Et je me suis dit, mais comment en fait on se regroupe? Qui sommes-nous en fait? La famille, c'est pas exactement ça. La famille, c'est des liens très forts. Oui. Et qu'on ne choisit pas aussi. Et qu'on ne choisit pas aussi, et qui sont dans le sang, quoi. Et je me suis dit, non, mais on n'est pas non plus à l'échelle de la cité, on est de quelque chose de plus proche que la civilisation, la cité, une société et tout. En fait, on est à la tribu. La tribu étant en ethnologie le premier cercle d'appartenance sociale après la famille. C'est les siens qu'on a choisis, avec qui on décide de vivre ensemble. Oui, tout à fait. Donc ça m'a interpellé. Je me suis dit, ok, on va faire une tribu. D'accord, c'est une tribu. Et puis je me suis dit, mais comment cette tribu va se qualifier en fait, comment elle se matérialise. Et puis j'ai eu cette espèce d'image d'Épinal qui s'est confirmée après par mes observations. D'abord on est parti autour de vraiment l'image d'Épinal, de la tribu autour du feu. Tout à fait. Tu vois, qui répète, qui scande, qui va avoir des incantations, etc. et tout. Mais qui en fait c'est le moment dans la vie de la tribu où on se retrouve ensemble dans la cérémonie, etc. Où on communie. On communique et on communie. C'est le moment où on va intégrer aussi des nouveaux membres à la tribu. C'est le moment du passage de l'initiation du jeune à l'adulte, etc. On devient membre de la tribu à ce moment-là, dans la répétition, dans le texte scandé, dans le texte psalmodié, dans le texte chanté. Bon, ok. Et puis je sors. J'ai fait un tour, dans mes réflexions et tout, je me rends compte que je croise j'étais à Londres, l'une des rares manifs que j'ai croisées à Londres, et je vois des gens avec des comment ça s'appelle, des banderoles, et qui répètent en fait des slogans. Je me dis, mais tiens, c'est intéressant, ils sont ensemble, et pour se faire entendre, ils répètent la même chose ensemble. Puis quelques temps passent, je sors, je vais en boîte et tout, je rentre. Moi, j'aime chanter faux et fort Aznavour quand je rentre de boîte un peu éméchée. Un peu avec le vin dont on parlera tout à l'heure. Voilà, avec le vin. Donc, à cette époque-là, effectivement, je sors et puis je me rends compte que je suis avec des potes et puis on chante faux et fort et on est ensemble, on est content d'être ensemble et on chante. Et puis je regarde le foot à la télé et je me rends compte que les gens dans les gradins... Pareil et tout. Je me dis, mais il y a un truc là, il y a quelque chose qui se passe en fait dans cette idée de répétition, de création de lien avec l'autre, de création de nous par le texte, par la répétition. Je dis, bon, mais qu'à cela ne tienne, on va travailler sur ça. Et donc je pars d'abord sur cette idée de comment je vais matérialiser concrètement cette tribu, moi dans mon coin avec mon stylo et mon cahier, quoi. Voilà. Et je me dis, tu sais quoi, une tribu c'est un ensemble cohérent, mais qui est composé aussi d'individus avec des particularités propres. Exact. Et donc, du coup, ça a donné, dans un premier temps, le projet de sortir 3 recueils
Donc 3 éditions du même recueil. Exact. Chacun en fait a un corpus de textes similaires, mais chacun une identité un peu spécifique qui lui est propre, tout à fait. Et donc il y a cette édition qui est l'édition crépusculaire, avec une couverture de Cédric Boucard et une préface de Max Ripon, et qui a son poème qui lui est exclusif, oui. en rapport avec la thématique crépusculaire qu'on va pouvoir aborder un peu plus tard. Oui, tout à fait. Et puis ce deuxième, c'est même pas qu'il y a un premier et un deuxième, les 3 sont arrivés ensemble en fait. La tribu des rimes crépues, l'édition Bacchanal avec la préface d'Annès Pépin et la couverture d'Anaïs Verspan. Très belle couverture. Je voudrais qu'on m'arrête dessus, dessus parce qu'elle est vraiment, c'est une couverture qui me plaît beaucoup. Elles me plaisent toutes, hein, mais celle-là, elle a un sens très particulier par rapport une symbolique, voilà, par rapport à l'édition Bacchanal. Et puis la 3e édition, l'édition Albion, avec la préface de Agneau Pimenté, mon frère de plume, et puis cette superbe couverture de Dorlis. Oui. Et donc on est parti sur ça, on est parti sur cette idée donc de faire 3 éditions avec chacune une identité propre, mais qui constitue la tribu. Et qui fait ce lien finalement. Et qui fait ce lien, tout à fait. Donc, alors, tu nous as fait effectivement cette explication donc très précise de ce concept. C'est pour ça que j'ai dit dans l'introduction que tu étais un concept à toi tout seul. Mais alors, qu'est-ce qui motive ton écriture et quels sont les sujets qui te poussent à écrire? Parce que, par exemple, j'ai noté que le mot vin revient assez souvent. Le vin, le fait d'être enivré. Et moi, ça m'a fait penser à un auteur que nous avons en commun, que nous aimons beaucoup, Charles Baudelaire, qui a un poème qui traite du vin, le vin des amants. Le vin des amants. Le vin des amants. Alors, est-ce que... pourquoi effectivement ce mot vin qui revient et quelles sont les thématiques généralement qui te touchent, qui t'interpellent, qui fermentent pour qu'après tu puisses fermenter, c'est bien le mot parce qu'après le vin c'est le rhum vieux. Donc ce sont les deux. Il y a des couleurs dans le recueil. Oui. Il y a des liquides. Oui, beaucoup. Et il y a une certaine matérialité par la terre, par le temps, le sable, ou que je matérialise en fait le temps par le sable. Absolument. On parlera de cela tout à l'heure. Oui. Je me rends compte qu'il y a des choses que oui, effectivement, que j'ai écrites et que j'oublie même parfois de raconter. Mais en gros, oui, le vin déjà, il y a 2 choses de symbolique. Il y a cet aspect de sang, de vie, oui. La couleur, etc. Mais c'est presque christique comme oui, c'est pas presque, c'est effectivement, c'est christique comme symbolique. Tenez ceci et mon sang. Donc voilà, etc. Et donc il y a le côté de vie, il y a le symbole autour de la vie et tout ce qui va autour, et puis il y a le symbole aussi autour de l'ivresse. Oui. Je dis que le bonheur a pour maîtresse l'orgasme et l'ivresse. Oui. Donc cette espèce de rapport, j'ai lu les parties artificielles de Charlie. Oui, notre Charlie. C'est Pagna, mais très tôt, et j'ai beaucoup aimé cette idée justement des paradis artificiels. Donc de fait, pour moi, l'écriture est nourrie de choses qu'on ressent de façon profonde. Donc ça peut être de l'amour, ça peut être de la tristesse, ça peut être des émotions très fortes. Et puis, ces alcools jouent en fait le rôle de placebo au bonheur, de placebo. Mais de stimulant aussi. De stimulant, etc. Mais toutes ces émotions en fait qu'on n'a pas forcément à l'instant T. Tout à fait. Ça sert à la fois de placebo, à la fois d'enzyme, à la fois de moteur. Et donc j'aimais bien cette image justement. J'ai pas écrit tous mes textes complètement torchés, mais l'idée que quand je parle par exemple, j'ouvre le recueil avec je n'ai ni weed, ni vin, ni toi. Tu vas nous le lire tout à l'heure. D'accord. Et bien voilà, ça justement pour moi, ce sont les 3 paradis artificiels en crescendo. J'ai pas de weed qui ouvrirait l'esprit, j'ai pas de vin qui amène l'ivresse, et je n'ai pas toi qui m'amène tout ça. Donc comment tu veux que j'écrive? Tout à fait. Donc je n'ai pas ces éléments-là. Donc c'est ça beaucoup l'image du vin, l'image de la weed. Le rhum vieux c'est encore différent. Le rhum vieux c'est le crépuscule, c'est la couleur du crépuscule. On parlera. C'est nous aussi, et c'est
Tu sais, on te dit, moi, j'ai un rapport aussi particulier au rhum parce que le rhum, c'est à la fois notre malédiction et notre bénédiction. Exact, tout à fait. Mettez-nous en chaîne. Pour faire rhum. Pour faire rhum. Et en même temps, on a un rapport tellement particulier, tellement possessif, très intense au rhum. J'allais dire entre Martinique et Guadeloupe, on se bat pour du rhum, mais entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, on n'est déjà pas d'accord, entre Petit-Bourg, etc. Et tout ça, donc tu vois, on a un rapport très charnel, très personnel, très intime au rhum, et le rhum vieux en particulier pour moi. Sa couleur aussi. Sa couleur ambrée, qui pour moi, je le mets à la fois, le rhum il est chabin. Il est du crépuscule, il est chabin. Il n'est pas tout à fait. Il n'est pas tout à fait, voilà. Donc pour moi, c'est tout un tas de symboliques que je mets autour de cela. Et donc quand je dis que je bois le crépuscule, c'est que je bois le rhum vieux. Ou quand je dis que je bois du vieux, c'est que je me plonge dans le crépuscule. C'est une image qui se répond. C'est comme une transition, en fait. Alors justement, Samuel, est-ce que tu acceptes de nous lire Ni vin, ni weed, ni toi? Poème que j'aime beaucoup, que j'ai déjà relu plusieurs fois parce que j'aime la rythmique. Ni vin, ni weed, ni toi. Donc c'est la page 16. Oui, c'est le tout premier. Voilà. Ni weed, ni vin, ni toi. Je n'ai ni weed, ni vin, ni toi. Et tu veux que j'écrive? Avide en vin, aride en fête, s'agitent mes doigts. Caractère vide et mots agiles s'esquivent. Sans liqueur, sans vapeur, sans cœur. J'ai l'esprit lourd, embourbé. Sa robe, ses courbes, ta sueur, redressait mon âme recourbée. Derrière mes paupières, je ne vois que rature. Mes hallucinations sont un brouillon, lignes emmêlées comme ma tignasse nature. Et je vois les lettres s'enfuir dans un putain de tourbillon. Je n'ai ni weed, ni vin, ni toi. Et tu veux que j'écrive? Mais que veux-tu que je t'écrive? Les couleurs ternes dans mon froid, la lucidité, le manque, la sobriété morose. Je ne suis qu'un gosse immature. Je bois mon vin rouge et ma vie en rose quand je me noie dans ta chambre azur. Paradis artificiel pour poète présomptueux. Juste un gosse immature, incapable de s'extraire de demain, d'aujourd'hui, d'hier. Il n'y a que des bras de réel et quelques spiritueux. Je n'ai ni vin, ni weed, ni toi. Et tu veux que j'écrive? Laisser ma plume à la dérive, c'est ça? Divaguer et refuser le choix? Il n'y a pas de malédiction du poète, de son art. Juste mon addiction à tes lèvres. Un verre de Bordeaux et un pétard. Le goût, l'odeur et la saveur des rêves. Je n'ai ni weed, ni vin, ni toi. Et tu veux que j'écrive. Mais ma flamme brûle sur l'autre rive et, face à cette page blanche, mon encre est glacée d'effroi. C'est une magnifique lecture et c'est un magnifique texte. Merci. Alors moi je vais oser, je dis bien oser, Samuel ne m'en veut pas, un texte qui pour moi fait écho à la page 38, S'il n'y a plus rien à vivre. S'il n'y a plus rien à vivre. S'il n'y a plus rien à vivre, n'être qu'une dernière fois ivre, te boire par litre et te lire le vin sombre de ton sein et les lignes de tes mains, où l'avenir est un oubli, je te bois pour me souvenir. S'il n'y a plus rien à vivre, n'être qu'une dernière fois ivre, te boire par litre et t'écrire, à tes lèvres liqueur des temps anciens, avec l'encre bleue de tes reins, qui trace éternité en langage soufi, malhabile en caresser les contours te retenir. S'il n'y a plus rien à vivre, n'être qu'une dernière fois ivre, te boire par litre et périr, quand à la moiteur du matin s'évapore l'alcool du lendemain, les mots de ta peau forment crépuscule enfoui, une lueur mauve, une histoire prête à jaillir. Je les lis, je les écris, je te bois, s'il n'y a plus rien à vivre, jusqu'à en être ivre, une dernière fois.
Merci pour ça. Merci à toi. J'espère faire partie de la tribu, n'est-ce pas? Bien sûr. Dans notre discussion préparatoire, Samuel, tu as parlé du concept de digestion. Tu as commencé tout à l'heure à en parler, mais est-ce que tu peux développer ce concept pour nos téléspectateurs et internautes? Qu'est-ce que tu entends par là? Comment se passe ce concept de la digestion chez toi? Cette histoire de digestion, c'est assez drôle parce que j'en parlais avec, comme je t'ai dit, on a beaucoup écrit avec Lani, on a passé beaucoup de temps ensemble autour de bouteilles justement de vin rouge à disserter et à raconter nos vies dans de la poésie. Et moi, je suis très lent à l'écriture. Je suis très lent dans l'écriture et l'agneau, il écrit tout le temps, il écrit tout le temps. Et je lui dis, mais frère, en fait, tu me frustres à écrire, tu me stresses. Il a toujours un Moleskine dans la poche, il a des carnets qui s'empilent partout et tout. Et il me dit, oui, mais moi, je vomis. Je fais, ouais, non, mais moi, je vomis pas, en fait, je digère. Et je fais, ah, c'est ça, en fait. D'accord. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai compris en fait mon process d'écriture parce que tu sais, quand tu es avec des auteurs et tu as des gens autour de toi qui écrivent, qui ont des pages et des pages et des pages, et toi il faut que tu prennes ton temps, Tout etc. à fait. Et je me suis rendu compte que c'était ça en fait mon mode d'écriture, c'est que je consomme la vie, je consomme des choses, que je l'absorbe, qu'il s'agisse de relations humaines, d'événements du quotidien, de beauté que je vais croiser ou de laideur, d'ailleurs je croise dans la vie quotidienne, de révolte, d'énervement, de problèmes politiques ou sociaux, des problèmes historiques, etc. Il y a tout un tas de choses en fait qu'on absorbe vraiment, comme les différents plats qu'on mange tous les jours avec différentes vitamines, sels minéraux et tout. Et puis au bout d'un moment, ton corps il change quand tu consommes correctement, donc tu es en meilleure forme, la santé et tout. Et bien en fait, c'est ce que ça me donne en fait. C'est-à-dire que quand j'ai absorbé tous ces éléments-là, il va arriver un moment où il va y avoir un élément déclencheur. Donc je parlais tout à l'heure de la préface de la dédicace de Trouillot, où quand je sors, ça fait... Et puis, il y a une fois, je sais pas, je marchais à Londres, quand j'ai écrit Ni vin, ni oui, ni toi, je me rappelle, j'étais à la maison, j'avais plus de vin, j'ai fait, mais putain, il faut que j'écrive. Et je me dis, mais bon, écoute, on va se poser. Et puis, j'ai dit, j'ai pas de vin. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va écrire. J'aime bien me prendre un petit verre de vin. Si je rentre dans l'ambiance, j'ai mis Miles Davis, je tire les rideaux, je rentre un peu dans ma pénombre, dans ce que j'appelle mon intertemps. Et puis, je rentre dans ma musique. Si c'est pas Miles, ça va être du rap français. J'écoute beaucoup de rap français. Et puis, je me dis, mais ouais, j'ai pas de vin. Et je dois écrire. Ah, mais c'est pas mal ça. Et donc c'est vraiment, voilà, des petites choses comme ça, des petites, il y a comment dire, l'absorption en fait des événements de la vie. Et puis une idée, un truc va venir et tout ce que j'avais emmagasiné, accumulé, digéré, mais qui faisait maintenant partie de moi, eh bien j'arrive à le retranscrire après un petit... moi je me rappelle... À le sublimer à le sublimer, oui, si tu le dis. Ah oui. Je me rappelle, j'ai écrit un poème qui n'est pas dans le recueil, qui sera dans le suivant, et qui s'appelle Maïs, c'est le rideau du souvenir. Et en fait j'étais couché dans mon canapé avec Miles Davis justement. Je savourais un verre de rhum vieux, un petit cigare. J'ai des plaisirs très simples dans la vie. D'accord. Et puis il y avait un rideau en face de moi, tiré, blanc. Et la pièce était un petit peu orangée avec les lumières, les lampadaires de l'extérieur, tu vois. Et puis je vois en fait les ombres des passants qui s'affichent sur le rideau, tu sais, en projection. Je vois très bien, ça fait très cinéma d'ailleurs. Voilà, et en fait, quand je vois les gens passer, il y avait un couple qui passe et tout, et donc je vois les ombres qui sont sur le rideau, je me dis, tiens, ça, c'est comme un film. Exact. Et puis je commence à partir sur ça, et puis du coup, le poème revient. Donc c'est vraiment des choses que j'avais envie de dire, je ne savais pas comment les aborder, et un truc tout à fait anodin, voilà, je suis couché dans mon canapé, je regarde le rideau, et puis paf, il y a un truc qui vient. Donc c'est vraiment des éléments déclencheurs qui peuvent être, comment te dire, très particulier et en même temps très anodin. Tout à fait. Alors nous allons nous arrêter là pour notre première partie, pour cette coupure pub, et nous allons retrouver donc dans quelques instants notre auteur Samuel Kramer Rinaldo. À tout à l'heure.
Alors, nous retrouvons notre auteur Samuel Kramer-Rinaldo qui était en train de nous expliquer tout à l'heure son processus d'écriture, mais surtout ce que l'on appelle, ce qu'il entend par le processus donc de digestion. Nous allons poursuivre notre entretien avec une prochaine question qui est toujours en lien avec donc ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait. Tout à l'heure, je disais qu'effectivement, son œuvre, et il vous l'a expliqué, est une trilogie. Les premières de couverture sont différentes, mais les titres sont similaires. Il nous a expliqué ce choix. Mais il y a une chose qui apparaît, enfin que vous ne voyez pas, c'est la 4e de couverture sur celui-ci, la biographie fictive de la 4e de couverture de l'édition Bacchanal, où il est écrit, et il va nous dire en quoi ça consiste, parce que moi ça m'a bien fait sourire, il écrit Gargantua croisant Delgrès. Alors moi Samuel, j'ai envie de te demander, pourquoi? Est-ce que c'est pour la force des mots, leur puissance, leur rébellion? Pourquoi effectivement dire Samuel Kramer est un monstre, Gargantua croisant Delgrès, Casanova et Oedipe? Moi ça m'a bien fait rigoler parce que cet auteur, tout en parlant de sujets très profonds, il a cette espèce de légèreté, un peu comme les volutes d'alcool aussi. Alors, il y a une histoire derrière cette biographie fictive. À l'époque, j'étais en prépa. Alors, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est 4e de couverture, c'est un ami, Pierrick, à qui j'ai demandé, on est dans la tribu, donc j'ai demandé à différentes personnes de contribuer pour les préfaces, etc. Et pour la 4e de couve, j'ai appelé Pierrick, j'ai dit Pierrick, on écrivait aussi ensemble à l'époque, tu me fais ça, tu me fais la biographie fictive, c'est toi qui me l'as fait. Pourquoi? Parce que quand j'étais en prépa, je lui avais dit, Tima, si je fais un bouquin, vas-y, j'ai fait une 4e de couverture, what the fuck. Et on avait trouvé sur Internet à l'époque une espèce de moteur de trucs qui créait des fausses biographies. J'avais toujours dit au gars, si un jour ma poésie sort en recueil, je fais une biographie fictive. C'était le pari. Donc quand le recueil sort, arrive, on dit bon ben ça on le fait. Ça c'est déjà une première partie. Et puis, Pierrick me connaît depuis très longtemps maintenant, ça fait presque 20 ans qu'on se connaît, et j'étais très, très touché parce qu'il a réussi à faire sortir les traits, comment dire, les caricaturaux de ma personnalité. Le thème du monstre, c'est un thème effectivement que j'aime beaucoup. Il y a un poème justement où je demande qui est le monstre dans le miroir, parce qu'en fait le monstre, on voit quelque chose de monstrueux dans le sens de laid, mais en fait le monstre, c'est celui qui n'est pas normal. Celui qui ose être différent. Qui est différent, voilà. En tout cas, qui ne rentre pas dans un cadre. On parle de... Et puis des gens aussi qui sont plus grands que nature. Moi, quand on me parle de monstres, avant de penser à la mythologie, je pense aussi aux monstres du cinéma. Absolument. Voilà, je pense aussi au monstre de Frankenstein. Exact. Qui d'ailleurs, lui, n'est pas le monstre en fait du livre. C'est le peuple, c'est les gens en face. Absolument. Et donc, c'est ce rapport un peu particulier au monstre que j'aime beaucoup. Et puis, Gargantua, croisant Delgrès, Casanova et Oedipe. Pourquoi qu'est-ce qu'il allait mettre Casanova et Oedipe là-dedans, mais bon, écoute, on prend. Gargantua, c'est vrai que l'un de mes pseudos, de mes gimmicks avec le Pacha, l'agneau m'appelle le Pacha. D'accord. À la fois pour mon style d'écriture et parce que tu as bien compris qu'il faut une certaine dose de Gargantua dans la vie pour aimer Miles Davis, les cigares et le rhum-jeu. Donc il y a ce côté-là, et puis ce côté, voilà, il ne parle quasiment que de lui. Ça crée en fait un personnage. C'est-à-dire, c'est vraiment pour créer une figure de l'artiste. Il y a des points qui sont de mon caractère, bien évidemment, mais qui l'a poussé en fait à leur paroxysme et qui décrivent en fait une espèce d'artiste, d'écrivain plus grand que nature, qui a faim de tout, qui a faim de vie, qui a faim de joie, qui a faim d'amour, qui en même temps parle beaucoup et puis qui a donc ce rapport aux déesses, à la Méduse, à Yemanja, etc. Donc on est dans cette espèce d'univers un peu fantasmagorique qui correspond aussi à tout ce qui découle dans l'œuvre. Alors justement, j'ai trouvé qu'il y avait un texte qui faisait écho à tout ça. C'était parce que moi, la lecture que j'ai faite de cette 4e de couverture, en lisant les textes, je trouvais effectivement qu'il y avait à la fois de la révolte, à la fois cette espèce de curiosité pour la vie. Alors j'ai aimé
le texte Mots sur la piste 2. Donc, est-ce que tu pourrais nous lire cela, la page 65, Mots sur la piste, rime crépue? Bien sûr. Alors juste pour expliquer le titre, Oui. Mots sur la piste, c'est que ceux qui me connaissent m'ont croisé à Londres en soirée, un verre dans une main et le portable dans l'autre. Et en fait, une bonne partie des poèmes ont été écrits sur la piste. Okay. Donc pendant que je danse, etc., je suis dans mon antéattend, je suis dans cette espèce de transe où je suis dans la joie, je suis dans l'observation, etc. Et puis voilà, Mots sur la piste. Tu me trouveras parmi les cœurs déchaînés, avec ceux de ma tribu, au verbe insoumis, au verbe invaincu, au verbe crépus. Là où les corps sont libres du code, et que la sueur mêlée aux alcools de canne donne leur saveur aux rêves de l'affranchi. Tu me trouveras parmi ceux qui boivent le crépuscule en attendant l'aube menaçante, dans le trouble des regards hagards, ou dans la brume qui abrite et dévoile la révolte et la mélasse des cœurs. Tu me trouveras parmi les miens, au milieu des ombres et des reflets filants, dans une danse incantatoire où se mêlent le lait, le miel et la mer. Cherche-moi, sur la terre dont la promesse sonnait hier comme une menace, et tu me trouveras parmi les miens. Je serai celui qui porte les mots rebelles, comme un tribut à ceux de la tribu des rimes crépues, frappant le sol ainsi que les peaux naguères de la mule, du bouc, du bois, pour exorciser le bien que l'on nous voulait, au rythme des cris et de nos mélodies qui écorchent les oreilles de quiconque nous voudrait bien. Alors, dans ce texte, et cela va, je vais enchaîner sur ma prochaine question, dans ce texte, ainsi que dans d'autres textes de ton recueil, j'ai vu qu'il y a un sentiment de tristesse mêlé à la révolte. Est-ce que c'est un appel que tu lances à ta tribu? Justement, tout à l'heure, tu nous liras le cri de la tribu. Est-ce que ces sentiments-là, c'est une façon de convoquer les autres afin de communier autour de cette tristesse, peut-être pour l'évacuer? J'avais un prof en prépa qui disait l'auteur ne passe pas de message. Ça me faisait beaucoup rire à chaque fois. Il disait s'il veut passer un message, il va à la poste. Non, tu sais, il n'y a pas de convocation, il y a de la révolte. La tristesse, elle est dans la tristesse et la joie, tout est dans le recueil, tous les sentiments sont là. Ici, il y a de l'affirmation, il y a une forme de révolte, oui, mais il y a surtout ce que j'appelle l'affirmation du non-non de nous-mêmes. Et donc, quand je dis tu me trouveras parmi les miens, c'est que c'est le moment où je dis mais mon identité c'est celle-là. Et j'ai décidé que le rôle qui est le mien, le rôle que j'ai décidé de prendre, c'est celui qui va porter ces mots-là. C'est celui qui va justement convoquer, c'est pas vraiment convoquer, j'appelle pas, si les gens veulent se sentir concernés, qu'ils rejoignent. D'accord. Mais c'est vraiment l'idée de ce que je ressens et cette appartenance, cet ancrage profond en fait dans la culture antillaise, dans qui nous sommes, dans notre histoire, il me paraît important de le dire avec une forme de, comment te dire, je nargue un petit peu, tu sais, quand je dis, c'était 65, oui. Quand je dis au rythme des cris et des mélodies qui écorchent les oreilles. Oui. On sait de qui elles écorchent les oreilles, nos rythmes et nos mélodies. Tout à fait. Et donc, c'est cette idée, effectivement, de dire, en fait, les gars, nous là, et nous pouvez bouger. Et donc, c'est ça, c'est cette idée-là, c'est que, comme disent les jeunes, on est ensemble. Oui. On est ensemble, et dans cet ensemble-là, eh bien, je vais être celui qui parlera peut-être un peu plus fort, pas comme leader ou comme représentant ou comme celui qui va ameuter d'une communauté. Non, c'est pas ça l'idée, c'est juste celui qui a la plus grosse gueule, en fait. D'accord. Alors, est-ce que justement tu pourrais nous lire Le cri de la tribu, page 75? Beau texte, vraiment. Alors, c'est vrai qu'il est un peu long.
Tu vas peut-être pas tout lire, enfin sauf si tu veux tout lire. Comme tu veux, moi c'est toi. Moi je l'aime beaucoup ce texte. Il a une histoire particulière, le cri de la tribu, parce qu'en fait on est encore dans le concept de la tribu, donc de l'ensemble d'individualités qui parlent d'une seule voix. En fait, ce texte a été écrit à 4 voix, donc l'agneau pimenté, l'ouragan, Pierrick et moi-même. D'accord. Pierrick qui a fait donc la quatrième couverture. Voilà, donc c'est les petits groupes avec qui effectivement j'ai écrit. Et donc je leur ai envoyé l'idée. Et je leur ai dit, chacun vous m'écrivez une strophe, vous m'écrivez un poème. Et après j'ai récupéré tous nos écrits que j'ai redécoupés vers par vers, strophe par strophe, et que j'ai remélangé. Okay. De sorte que ces 4 voix ne forment plus qu'une, que quand on dit, on ne sait plus vraiment qui a écrit quoi, et que la voix de la tribu, par cette symbolique-là, ne fasse qu'une. Très bien. D'où le fait du cri de la tribu. C'est la tribu qui parle d'une seule voix. D'accord. Je suis de la tribu des rimes crépues, de ceux qui boivent le crépuscule, puis dansent sous le mercure avec les reflets de la lune. Clameurs qui chavirent les passants quand le marché déborde des rues, vidés sans papa ni maman, où la foule en joie se fait vague sans reflux. Rimes crépues. Je suis de la tribu des rimes crépues. Nous nous délectons du feu, en fût ou en bouteille, mélangeant épices et contenus sur un tissu de rêverie vermeille. Et les soirs de pleine lune, entre racines de fromager et dunes de sable blond, nous retrouvons la voix grâce à cette potion. L'onctueux pot chapé, divin breuvage liberté offert aux damnés de la terre. Entre le bitume fleuri et les visions de Rachel Macadam s'évade le lourd tribut des rimes crépues, du peuple des arbres en ciment, qui chante une saveur glissante. En réponse à notre rire, seule arme fiable et tranchante. Je suis de la tribu des rimes crépues. Tempérament volcanique, tempête couvant à l'ombre d'un calme olympien, s'embrassent nos plaques tectoniques. Lente et puissante, la lave coule dans les veines des miens. Je suis de la tribu des rimes crépues. Notre verbe résonne comme les coups de poing caressant la peau tendue du bouc émissaire. Tibois qui claque sur une zac de goudron nu, domino frappé sec, paroles qui montent fiape, éclat de rire de romier qui noie des dettes échues. Oh, rimes crépues. Le cordon ombilical noué à la gorge, nos voix reposent à l'ombre d'un fromager. Cascade Milan, cyclonique radeau, torrent des douleurs tue, jalousie couvrant nos pleurs ravines sous la lisière des espoirs déçus. Rimes crépues. Je suis de la tribu des rimes crépues. Le début de la décrépitude, la fin de l'ancien, la lalie de l'habitude. La Rome antique brûlera. Le brûlot au sein de ses champs sémantiques, l'incendie se propagera par fibres optiques. Alors nos paroles se font flammes lorsque nous brûlons la nuit. Au petit matin, entends-tu ce rythme divin? Chaque mot marque et abat. Je suis de la tribu des rimes crépues. Et nous aimons les lignes, Chabine, banni du jour et de la nuit, être de l'entre-deux-temps, mots phrasés, craint des morts comme des vivants, bousculant les plus sombres d'entre nous, auscultant les recoins de la pénombre à la recherche de votre vous. Tu diable dans nos ophages, et à cet instant, nos paroles se font flammes lorsque nous brûlons l'ennui. Rimes crépues. Merci beaucoup pour cette lecture. Donc effectivement, nous voyons totalement, tu le martelais bien, il y a quand même cette révolte qui est présente, mais en même temps, c'est ce cri, cette révolte et cette affirmation. Oui. Je suis de la tribu des rimes crépues. Alors, quand on a discuté, tu me disais que crépu, tu avais une définition particulière de crépu. Est-ce que tu peux, un petit peu avant que je ne lise Chanson triste, qui m'a rappelé
Encore Baudelaire, mon âme est fêlée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce terme crépus qui spontanément nous fait penser aux cheveux, mais il me semble que tu vas un peu plus loin quand même. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, le premier sens de crépus, ben, c'est crépus, le cheveu. Pourquoi la rime est crépus? Parce que le cheveu est crépus et ce cheveu crépus pour moi est un marqueur identitaire fort. On ne parle pas forcément d'ethnie, on parle de marqueurs culturels, d'un bassin afro-caribéen auquel nous appartenons. Et ce cheveu crépus est très particulier parce que c'est un cheveu qu'on a voulu lisser, qu'on a voulu cadrer, qu'on a voulu maîtriser. Je dis nous, il pas été bon, qu'il pas été belle, qu'il fallait qu'il ressemble à autre chose. Absolument. Et en fait, c'est un cheveu qui, je crois que, à moins que je me trompe, on est les seuls, en fait, les Noirs sont les seuls à avoir les cheveux crépus. C'est vraiment quelque chose d'unique dans l'humanité, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, voilà, tu croises quelqu'un aux cheveux crépus, tu sais d'où il vient. Absolument. Il peut être très 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 clair. Le cheveu est crépus, il n'y a pas de gros doutes sur son ascendance. Et donc il y a cette espèce de marqueur très fort autour du crépus. Et puis, c'est un cheveu, quand on lui fout la paix, il revient en fait directement dans sa forme originale. Absolument. Un peu en crochet, que j'aime beaucoup, c'est l'idée du crochet dans le cheveu crépus, parce que justement, il n'est pas lisse, il y a des aspérités, c'est quelque chose auquel on peut justement se raccrocher, et puis il reprend aussi la forme justement du coup de poing, du crochet du boxeur. Donc toute une symbolique autour on va y arriver, toute une symbolique autour de ce cheveu. Et puis un peu plus loin, mon écriture, justement, des retours qu'on m'a fait, et donc du coup je me suis dit, bon, ben ça, c'est cohérent, ne rentre pas dans ces cases-là, ne rentre pas, elle n'est pas lisse, elle ne rentre pas, il y a un petit peu de bigidi, voilà, on ne sait pas où à quoi s'attendre, il y a du punch aussi, donc ça revenait au crépus. Et puis crépusculaire. Oui. Qui est la deuxième partie en fait du concept que je développe autour des rimes crépus. Je m'intéresse au crépuscule en particulier parce que c'est un temps très très spécial dans la journée. C'est pas le jour, c'est pas la nuit, c'est pas encore la nuit, c'est vraiment un temps très particulier où les choses sont mêlées, où le temps du visible s'efface pour entrer dans un autre temps, celui peut-être de l'initié, celui où il faut connaître. Voilà. Oui. Et puis, je fais aussi ce parallèle qui devient un peu comme une espèce de poupée russe au fur et à mesure que j'en parle. Qui s'emboîte parce que moi, je parlais en tant qu'être crépusculaire pour ma propre identité. Je suis né en Guadeloupe, je suis parti à 18 ans comme beaucoup de Guadeloupéens, j'ai vécu les 18 années suivantes. J'ai fait en France, en Angleterre, etc. Et donc, mes influences ne sont pas simplement caribéennes. Exact. Elles ne sont plus... Je ne peux pas dire que je suis 100% guadeloupéen comme je ne suis pas 100% londonien ou 100% parisien, etc. Je me suis nourri de tout ça. Et donc, moi, j'aime bien prendre ma table à Noël. Il y a du saumon et du boudin, il y a de la dinde et du cochon roussi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est le tout monde. Le tout monde, c'est exactement ça, le tout monde. Et donc, moi, en tant qu'individu, je me suis dit, tiens, mon identité, elle est plurielle. Je ne peux pas me définir en tant que ça ou ça ou ça. Si je me définis en tant qu'afro-descendant uniquement, eh bien, toute une partie, en fait, de mon identité que j'oublie. Absolument. Pour moi, je suis pour tout prendre, tout ce que je suis, le bon comme le mauvais, mais je prends tout. Et puis, je me suis dit, mais en fait, notre culture antillaise est comme ça. Et dans ma réflexion, je me suis rendu compte que intérieurement, j'associais en fait ces deux cultures desquelles nous sommes issus. On est un peu la pointe du triangle. Hein, je parle du triangle matriciel. C'est ce triangle-là qui nous a donné naissance en tant que peuple antillais. Et donc, nous avons un pan occidental et un pan issu de l'Afrique. J'associe, donc sans jugement de valeur, c'est vraiment en termes d'imagerie, l'Occident a autant du jour, autant du tout révélé, du tout accessible. Le ciel des lumières. Voilà, bon, c'est autre chose. On pourra discuter de leur lumière parce que les gars, ils ont fait une OPA sur les lumières. Absolument, ça c'est clair, Mais bon, mais en tout cas, cette idée que on vit dans une société occidentale où toutes les technologies, où l'information est accessible,
où tout est dit en fait, et où la partie de mystère, presque de magie a disparu. La spiritualité a disparu en fait de ce monde-là. On n'est plus à l'époque des druides, etc. Voilà, oui, on est dans le monde du scientifique pur et dur, presque justement à contresens pour notre équilibre global. Et puis en face, nous avons l'Afrique, que moi j'associe à la nuit, toujours dans l'idée justement, de là on est dans quelque chose, en tout cas dans mon imaginaire, de moins accessible. Déjà notre histoire africaine, on ne la connaît pas. De façon générale. Alors tu sais que, je me permets de t'interrompre, on risque de te dire que la nuit, quand tu parles du continent africain, renvoie à ce que la façon dont les Occidentaux nous perçoivent, c'est-à-dire des êtres pas suffisamment entrés dans l'histoire, comme avait dit quelqu'un, pas suffisamment éclairés sur les choses, alors que toi ce n'est pas dans ce sens-là. Absolument pas. J'ai mon t-shirt, alors je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que je l'ai traîné toute la semaine dans mes différents événements, nègre de raison. Je ne suis pas dans cette dimension où on dit que le nègre serait de l'émotion et l'émotion est nègre et la raison est hélène. C'est un truc qui me fatigue. À Hélène, justement. Voilà, qui me fatigue grandement. En revanche, pour moi, je vois plus cette idée dans la nuit c'est très beau. Moi, je peux rester des heures à regarder les étoiles. Il y a quelque chose qui est très particulier. On ne circule pas dans la nuit si on ne connaît pas. Exact. Si on ne connaît pas les bruits de la campagne. Moi, j'ai grandi une bonne partie de mon enfance au Moule à Port-Lan. Quand on allait pêcher les soudas, si tu ne connais pas les bruits des soudas, les bruits des chiens, les bruits d'ici, les bruits de ça, tu as peur de tout. Exact. Donc il faut connaître un petit peu cet environnement pour pouvoir y circuler. Il faut savoir se repérer dans les étoiles pour pouvoir naviguer, etc. Et donc, il y a une notion d'initiation pour accéder à cette connaissance-là qui n'existe pas en fait dans l'Occident, où les choses sont données comme ça. Il n'y a pas ces étapes-là. En tout cas, c'est cette perception, moi, que j'ai de notre culture antillaise. Cette oralité, si quelqu'un ne t'a pas raconté quelque chose, tu n'as pas forcément cet accès-là. Absolument. Donc c'est pour moi, et pour nous Antillais, je vais essayer de finir court là-dessus, on se retrouve en fait entre les deux, pas dans l'aube, parce que l'aube c'est faire donner d'eau à la nuit et regarder le jour. Rejeter même la nuit. Voilà, alors qu'en fait nous on est dans un truc totalement différent. Notre quotidien est absolument occidentalisé. Il y a un KFC, il y a de consommation, etc. Et tout. Et pourtant, dans notre allant, sentant vers quoi, dans notre culture, notre tradition, là, les choses qui sont vraiment, notre non-non. Nos proverbes déjà. Nos proverbes, etc. Il y a ce regard vers l'Afrique, vers effectivement cette autre partie de l'identité. Donc on est de ce passage entre le jour et la nuit. Et je me suis rendu compte en parlant à d'autres personnes qui n'étaient pas ni afrodescendants, ni africains, etc., mais des gens, en fait, des Polonais, des Chinois, des Russes et tout, mais qui ont, notamment quand je vivais à Londres, qui ont vécu cet arrachement au pays. Absolument. Et qui ont vécu ailleurs, du coup, et qui me disent, mais je me reconnais dans ce concept-là parce que je suis entre les deux. Je suis dans cette identité mixte où, en fait, j'appartiens un petit peu à ces deux mondes-là. Alors, je voulais qu'on lise... Alors, je vais essayer... Alors au départ j'avais annoncé que j'allais lire, je sais plus ce que j'avais dit en fait, je suis fatiguée là. Ah oui, que j'allais lire Chanson triste, mais finalement, en fonction de ce que tu viens de dire, je vais lire Chivé Grenet, qui tombe un peu plus sur le sens. Chivé Grenet. J'ai le cheveu crépusculaire, monstre sombre, insoumis au regard clair, hélas. À ma protéiforme de braise cotonneuse, révolte qui brûle, épaisse aux accents de sueur et de mélasse. Hélas ? Rebelle, revêche, brouillon, indiscipliné, hors cadre, indomptable, libre, enfin, comme ceux de ma tribu, libre. Lorsque la nuit se meurt, lorsque l'ennemi se meut en une certitude aveuglante, passe tes doigts dans les nœuds de ma mémoire entravée, égrène le temps, ainsi que les enclavages des sangs mêlés. Et tu connaîtras l'histoire, murmurée entre les lignes de la parole maîtrisée. C'est tout.
Donc, ce mot crépusculaire, donc, comme tu viens de le dire, c'est un thème qui habite le recueil. Hein. Oui. On le voit du début jusqu'à la fin. Et il m'a fait quand même penser aux poètes romantiques. Bah, notamment, Victor Hugo a un poème qui s'intitule Crépuscule. Alors, tu viens de nous expliquer ce que représentait ce moment pour toi. Et est-ce que tu pourrais nous lire Darboussier, s'il te plaît, à la page 111? Darboussier. Il ne reste que 5 décilettres, sans sécher qui lacèrent un œil rond. Là de veiller sur la baie, là de pleurer sur l'histoire, là de contempler la nuit. Darboussier s'est tu. Il ne reste que des lambeaux, chabins affadis, ternis, sur des murs silencieux. Une façade déchue que n'habillera plus aucun sourire, mais les points délabrés du souvenir. Les hommes ont déposé les lames, et la chaleur des flammes, de la ferraille du rhum, n'embrassera plus les chaudrons, la mélasse et les corps. Darboussier s'est tu. Le crépuscule ne naîtra plus sur le rivage du cul-de-sac, et l'ivresse des jours dorés s'oubliera par gorgées, dans un lolo voisin, ou entre des cuisses grasses et musclées. Les chants et la lutte, la sueur et les pleurs n'y feront rien. Les grondements ont cessé. Le liquide précieux ne coulera plus, car tout comme notre amour, Darboussier s'est tu. Je te remercie. Alors, avec l'agneau pimenté, tu as développé une idée Oui. que j'ai trouvée, j'ai beaucoup médité là-dessus, l'idée de romantisme nègre. Qu'est-ce que c'est que cette idée de romantisme nègre, avant qu'on arrive à un autre thème qui me semble, peut-être que je me suis trompée, mais lui est lié, c'est l'intertemps. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces deux concepts? Tout à fait. Le romantisme nègre avec un E, c'est Oui. pas une faute d'orthographe, c'est volontaire. C'est arrivé de façon assez drôle en fait. C'est un ami là-bas qui nous dit mais les gars, vous écrivez un peu pareil, mais pas tout à fait. Vous avez des angles d'attaque, en tout cas un style très différent, mais en même temps très proche dans l'approche justement un peu provocatrice, un peu relâchée, un peu désinvolte. Vous vous définissez. Et puis en même temps, on trouve les mêmes images, les mêmes thèmes qui reviennent. Et l'agneau et moi, on a beaucoup aimé et beaucoup lu les auteurs du romantisme noir, et notamment les auteurs romantiques en général. On s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de points communs, Absolument. mais avec une identité très propre. Et donc le romantisme nègre qui revient sur... C'est ce qui va résumer en fait différents points d'entrée. Il y a la partie sur le romantisme de façon le romantisme classique, le vrai romantisme, Tout à fait. pas la soupe qu'on nous vend aujourd'hui à Hollywood. Ah non, le effectivement. véritable romantisme avec justement cette expression exacerbée des sentiments, avec le positionnement de la femme au centre, Exact. avec la recherche justement de figures légendaires, mythiques et bon, très souvent orientalistes ou grec, etc. Et nous, on n'est pas dans l'Orient, on n'est pas dans la grecque, on est dans la Caraïbe, on est en Guadeloupe, on est aux Antilles, on est nègre. Et donc, nos images ne pouvaient pas être, même si je vais récupérer la Méduse, je vais récupérer Hélène, Messaline, etc. Mais en même temps, je suis dans l'entre-deux temps. Tu sais, je suis dans cette espèce justement de crépuscule. Et donc, à la fois que je vais chercher les figures romantiques, à la fois je vais chercher mes figures à moi, en tout cas mes images en tant qu'antillais, en tant que Guadeloupéen, en tant que noir. Donc c'est la partie effectivement sur le romantisme. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est que il y a un discours politique tout au long du recueil. Absolument. Il y a un discours politique, il y a un regard sur la société, il y a un regard sur... on a lu la société du spectacle de Debord, on s'en est imprégné, il y a un moment je dis que le jeu est partout et sa laideur habille le monde. On est dans cette idée aussi pour nous qu'il y a donc ce jeu auquel on ne peut pas échapper et qui contrôle en fait, on est toujours dans un spectacle. C'est une partie de la chose, on est aussi dans ces questions de déconstruction,
précision, à la fois dans les idées, à la fois aussi dans l'écriture. Quand tu lis le recueil, j'aurais pu mettre une phrase comme ça, mais elle est scindée volontairement parce que je veux justement casser et déconstruire le paragraphe, en fait, le texte. Et tout ça, en fait, toutes ces influences-là sont venues effectivement nourrir, et on s'est rendu compte qu'on écrivait pareil et que les choses qui nous ressemblaient le plus, c'était le romantisme. Et puis il y a une dernière chose, c'est ce « e » qu'on met en général en majuscule pour bien signifier que le romantisme est un mensonge, en fait. C'est une jolie histoire, que tout ça en fait n'est pas vrai. C'est une jolie histoire qu'on se raconte. C'est une invention, c'est une construction sociale et que finalement en fait tout ça, ça n'existe pas. Un idéal baudelairien qu'on n'atteindra jamais. Aussi. Dans le passé, cet idéal-là, et puis aujourd'hui, c'est une espèce de soupe marketing très commerciale, où parce que tu as offert des roses, tu sais... Messieurs, on peut en parler, messieurs, là, on fait une petite pause là pour les gars. Les gars, petit conseil, hein, juste, vous voulez faire un truc pour votre meuf, ok, les pétales de rose, c'est joli, mais en fait, on l'a tous vu 25 fois à la télévision, etc. C'est du rabâché, le truc des pétales de rose et puis les bougies, machin. Le romantisme, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on nous vend à la télévision, c'est pas des grands gestes inutiles, etc. Désespérés. Dans la vraie vie, ça ne marche pas, de toute façon. Le romantisme... Sinon, ça se saurait. Ça se saurait, voilà. Le romantisme, justement, c'est quand tu la mets au milieu, c'est quand tu la mets au centre. C'est quand, effectivement, elle devient presque ton idole. Et là, effectivement, dans les gestes du quotidien, on est là-dedans. Et c'est vrai que Hollywood nous a... je dis Hollywood parce que c'est l'archétype. Hollywood y a largement contribué. Mais voilà, et c'est un gros mensonge qu'on raconte aux gens, et finalement qui a dénaturé en fait l'idée première de ce qu'était le romantisme. Et puis cet aspect aussi révolutionnaire par rapport à la politique où, je ne sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de... Je vais citer Médine, qui trouve que la révolution avait quelque chose de romantique. Oui, c'est vrai. Alors, tu viens de parler donc des femmes, tu viens de faire cet appel solennel aux hommes à propos du romantisme, et je trouve que c'est une transition toute trouvée pour parler des femmes. Alors, la femme est présente dans ton recueil, inspiratrice réelle ou rêvée. Qui est cette Héloïse ? Alors, peut-on faire un rapprochement avec les Hélènes de la littérature française ? Hélène, qui généralement symbolise la femme qu'on emmène ou qu'on arrache à sa terre, ou encore, pour Shakespeare, c'est une magicienne. Hein. Mais pour toi, Samuel Kramer-Rinaldo, que représente Héloïse ? Héloïse, Hélène et Messaline sont les trois facettes, en fait, d'une même figure, une figure féminine. Héloïse, en fait, c'est une référence à Héloïse et Abélard, l'une des premières histoires d'amour. Alors, lisez ça c'est du vrai romantisme, ça c'est du dur, ça c'est du vrai amour. C'est une très belle histoire d'un type assez vieux et d'une meuf assez jeune qui s'aiment. Malgré tout, c'est l'une des passions les plus torrides de la littérature et de l'histoire. Il y a cette espèce d'abandon mutuel l'un à l'autre qui finit d'ailleurs à la fois tristement et de façon très belle parce que Abélard est castré et enfermé et Héloïse rejoint les ordres et en fait ils ne connaîtront ni l'un ni l'autre l'amour après. Et donc cette espèce d'attachement, Héloïse, c'est cette figure-là. Exclusif. Voilà, c'est la figure de l'amour exclusif, totalement passionné, totalement dans le déversement. Hélène a déclenché la guerre de Troie. Absolument. Hélène, c'est Hélène de Troie, c'est celle qui pousse les hommes à la folie, c'est celle qui pousse les hommes à s'entre-déchirer, c'est celle qui pousse les hommes à se battre pour elle et qui crée la chute d'une nation. Donc c'est cette figure-là aussi qu'on évoque par Hélène. Et je parle d'Hélène, je parle d'Héloïse, mais je pense que tout homme qui a été amoureux dans sa vie a croisé et qui a connu le Nébé, c'est surtout le Nébé qui va derrière, le Nébé qui va derrière, a connu une Hélène ou une Héloïse. Et puis Messaline, c'était la femme d'un empereur romain, une intrigante, très manipulatrice, très forte, etc., mais qui était capable d'arriver à ses fins, qui était capable justement de naviguer dans un monde séductrice, naviguer dans un monde extrêmement masculin, extrêmement violent, et qui a réussi en fait à
avoir un parcours extraordinaire. Ouais. Et donc pour moi, c'est aussi une figure de la femme, non pas dans le côté manipulateur mauvais, mais dans le Mais côté... sa force, son intelligence. Son intelligence, sa brillance, etc. Et pour moi, ces trois-là forment en fait La femme idéale. ma méduse. Voilà. Ma méduse, c'est-à-dire cette figure, j'aime beaucoup aussi l'idée de la méduse parce que la méduse c'est une espèce de crime injuste qu'on a fait à la femme en créant cette espèce d'image où elle est dépréciée. Oui, tout à fait. Alors qu'en fait, pour moi, la méduse c'est une femme tellement extraordinaire que la regarder te pétrifie. Alors justement, j'aime bien parce que tu choisis le mot méduse et non pas muse. Muse qui va davantage faire penser au romantisme traditionnel. Et toi, tu choisis méduse, use. Elles usent peut-être tous les deux, c'est un jeu de mots que j'ose, qui est complètement farfelu, mais bon bref. Alors justement, pourquoi tu ne dis pas muse, mais tu dis plutôt méduse? Parce que la muse a quelque chose. Il y a un moment où je parle, effectivement, il y a un poème où je parle de muse, Oui. mais la muse, je sais pas, la muse ne me parle pas en fait. La muse, Elle est pour trop moi, lisse. il y a quelque chose de très léger, d'un peu aérien, etc. La muse est beaucoup plus concrète et la muse n'a pas cet effet très charnel, très physique, très concret sur ta personne où quand tu vois la méduse, tu es pétrifié, littéralement. Exact. C'est ça le truc que moi j'aime dans l'image de la méduse, c'est que tu es tellement en admiration devant cette femme que tu en sors, ou saisis. Exactement. Ou saisis, il ne peut pas bouger. D'une part, et qu'en même temps, cette pétrification, elle t'amène à une forme de perte. On est dans la symbolique, on est dans la métaphore, on est dans une espèce d'imagerie, un choix esthétique. Voilà. Alors, il y a un poème où tu dis j'aime les filles faciles, enfin, il y a quelque chose comme ça. Quelle est l'idée, avant que tu ne nous lises, peut-être, quelle est l'idée quand tu dis... j'aime les filles légères, les alcools forts Oui, et les basses exact. lourdes. Les filles légères, les alcools forts et les basses lourdes. On est encore dans le triptyque du vin, de la weed et de toi. On est encore dans cette espèce de triptyque des paradis artificiels. Et puis aussi une espèce d'ambiance dans laquelle j'étais. Donc effectivement, il y avait des passes lourdes dans les soirées soca. Oui. Il y avait des alcools forts. Moi, je traînais à la vodka, à la Ice. Et puis, les filles légères, c'est... C'est drôle que tu me poses la question parce que je reviens en fait au moment où je l'ai écrit. Il y a un morceau de Doc Gynéco que j'aime énormément qui s'appelle Ma salope à moi. Où il dit quoi qu'on dise sur toi, ma salope à moi, je suis dingue de toi. Et en fait, c'est cette espèce d'idée que on a beaucoup critiqué l'espèce d'archétype de la fille légère, oui, machin et tout. En fait, la fille légère, c'est juste une meuf qui se comporte comme un gars, qui vit sa vie, quoi, qui est affranchie et qui a une espèce, justement, il y a à la fois le côté promiscuité de la légèreté sexuelle, mais aussi l'aspect léger dans le comportement léger, dans... Vous savez, tu sais, quand tu parles à quelqu'un, il te dit, ouais, mais en fait, c'est en légèreté. Oui, tu vois, tu n'es pas dans une espèce de lourdeur et tout, tu t'amuses, tu ris, tu rigoles. Oui. Et le premier poème, justement, où je parle des filles légères, des basses lourdes et des alcools forts, c'est un poème où je décris, en fait, un couple qui sort, qui sont ensemble depuis quelques années et qui redécouvrent en fait les plaisirs des premiers temps. Des premiers temps. Et en justement, fait, il lui dit, légèreté de la relation, voilà, du début. Et il lui dit, ma fille légère, ils font l'amour dans un parking, etc. Exact. Comme dans les débuts de la jeunesse, etc. Des folies qu'on peut faire quand on est jeune. Et cette fille légère, en fait, il a fait couple avec elle et il vit avec elle. Et donc, c'est cette idée que, justement, il n'y a pas de fille légère ou de fille sérieuse ou quoi que ce soit. J'ai un autre poème où j'ai dit, j'aime les filles et j'ai fait une liste à la Prévert de tout ce que j'aime chez les filles de façon totalement antagoniste parfois. Exact. Donc la fille légère pour moi, c'est vraiment, on est chaque fois dans de la symbolique, dans de la métaphore, dans quelque chose pour évoquer justement un amour général en fait pour les filles en fait, pour être tout à fait clair. Exactement. Eh bien, tu nous liras ça tout à l'heure, mais j'aimerais bien, si tu veux bien, nous lire un texte que j'ai beaucoup aimé, peut-être. Peut-être.
Le murmure des vents contraires s'échappait de nos lèvres, comme si les mots entre deux baisers n'existaient que pour nous éloigner. Il n'y a pas de faute, juste des causes et leurs conséquences. Peut-être n'aurions-nous dû jamais cesser de nous embrasser, ou peut-être nos souffles n'auraient jamais dû se mélanger. Peut-être aurions-nous été autres, les choses auraient peut-être fait la différence. Lorsqu'il ne reste rien, pas même un regard, ni un souvenir imparfait, plus de mots, juste un point, c'est la fin. Alors, j'ai troqué les bouquets et ces mots ridicules pour une gorgée de crépuscule, des lèvres et pétales rosés pour un peu de bonheur ambré, boire le soleil alors qu'il se couche et emporter la nuit avec. Puisqu'il n'y a plus d'amour, il n'y aura plus de temps. Merci beaucoup, Samuel. Alors en fait, encore une ou deux questions. Le fait d'avoir écrit tout cela, parce que avec toutes les idées qui avaient fermenté en toi, aujourd'hui tu es arrivé à cela. Comment tu te sens? Parce que là, ça y est, tu t'es libéré de cette digestion. En tant qu'auteur aujourd'hui, comment tu te sens après quand tu vois toutes ces choses, tous ces textes que tes lecteurs s'approprient? Quel est le sentiment que cela t'apporte? Tu te sens léger ou au contraire tu te sens, je dirais pas lourd, mais est-ce que tu as le sentiment que là tu es obligé de faire attention parce que chaque lecture, chaque acquisition te recouvre finalement, à la fois de compliments, à la fois de critiques? Comment tu te sens en tant qu'auteur aujourd'hui? Ouf, mon Dieu. Ok, tu as 2 heures? Oui. Non, écoute, au moment où j'ai fini par lâcher prise, ça m'a mis un bout de temps. Didier Manette, les éditions de Marron, c'est quelque chose pour pouvoir enfin fournir ce manuscrit corrigé, validé, etc. Et lâcher ces textes, en fait, laisser partir. C'est un peu comme une maman qui voit ses enfants prendre l'avion, partir faire des études. Au stade de foliopathie, mais en même temps, il est raide. Je pense à cette chanson d'Aznavour où il dit je me sens différent, comme un peu plus léger. Il y a eu ce moment de légèreté. Et puis, le recueil a commencé à être lu. Je commençais à avoir des retours. Moi-même, je commençais à faire des lectures, à me replonger dedans. Et je me rappelle, j'ai eu Delphine Tinval qui travaille aux éditions Nègre Marron et qui m'a beaucoup accompagné pour la relecture du recueil. Je lui ai dit, mais Delphine, je ne pense pas que je pourrais écrire pareil. Je crois que la tribu des rimes crépues, c'est un concentré d'une partie de ma vie. Je ne crois pas que je pourrais refaire la même chose, ou je pourrais continuer dans ce créneau-là, en tout cas, d'aborder les thèmes que j'aborde, la façon dont je les aborde. Et puis en discutant, je me dis, mais en fait, c'est pas si mal, au contraire, c'est une bonne nouvelle. Exact. Ça veut dire que ça s'est fait. Et maintenant, en tant qu'auteur, comment je me sens? J'aimerais que ma digestion finisse. J'attends l'élément déclencheur. J'ai des idées dans la tête. J'ai un deuxième recueil qui est prêt. J'ai envie de faire vivre encore l'expérience de la tribu des rimes crépues. Les Anglais diraient I'm milking the cow, okay. Mais en fait, ça me donne tellement d'idées derrière sur ce recueil que j'ai pas encore envie de démarrer sur la suite, de passer sur la suite. Il y a des événements qu'on fait. J'étais à Ewa hier soir, jeudi. Voilà, j'étais à The Factory juste avant ça. Je teste des formules différentes avec musiciens, avec différents auteurs. Je fais des personnes venir participer. J'ai fait des événements où mais Cédric Boucard justement nous avait rejoint et fait un happening pendant les événements. Donc là, je suis dans cette partie où je fais vivre la tribu sur un autre support. Notre support, on a aussi sorti avec Manik Siartiteka de Une voix, une histoire. On va en parler tout à l'heure dans la conclusion, parce que là,
on est arrivé à la fin de cette première partie. Mais on va te retrouver tout à l'heure justement pour la conclusion. J'aimerais bien que tu parles de la sortie en audiobook de ton recueil qui est vraiment magnifique et qu'on va chaudement recommander. Merci. Donc nous allons nous retrouver donc, pour une rubrique que vous commencez à connaître, quelques lectures à vous conseiller. Je vous dis à tout à l'heure. Donc, comme d'habitude, je vais vous proposer quelques lectures. Alors, aux éditions Negmaron, un roman de George Cox, Magnitude 8, Apocalypse. Le tremblement de terre tant redouté finit par frapper les îles de la plaque Caraïbe. La catastrophe est un rappel incessant du séisme qui frappa Haïti en 2009. Des familles entières disparaissent et les miraculés finissent par regretter la mort devant ce chaos infini. Un autre ouvrage de Didier Manette, Moins un méant, Timo à l'Amou, second opus, recueil de poèmes en créole de Didier Manette. Il livre en cadence de la couleur créole un hymne à l'amour, une infinie de textes, de mots à lire, à dire, à dévorer et surtout qui devraient inspirer l'autre. Aux éditions Nestor maintenant, nous avons Extermination, un roman de science-fiction de roman process. Les humains sont presque totalement exterminés par une arme étrange venue de l'espace. Seuls quelques individus ont survécu à cette attaque imprévue et ils sont enlevés par des vaisseaux extraterrestres. Un deuxième ouvrage écrit par Marie-Claude Céleste, c'est une pièce de théâtre qui s'intitule Plus fort que Bonaparte, Jean-Jacques Dessalines d'Haïti. Premier chef d'État indépendant d'Haïti en 1804, Jean-Jacques Dessalines, ancien lieutenant de Toussaint Louverture, a pratiquement disparu de la mémoire collective en dehors de son pays. L'oubli est apparemment délibéré. Aux éditions Une voix, une histoire maintenant, le monologue du Gros Poêle de Fabrice Makanja Théodose. Alors le monologue c'est à la fois entre le théâtre et la poésie. Dans cet audiobook, Makanja nous délivre ses états d'âme face à la rupture sentimentale que l'on appelle en Martinique le Gros Poêle, l'équivalent chez nous du limbé. Et enfin, donc j'en ai parlé tout à l'heure aux éditions donc Negmaron, Timo à l'Amou 2, mais là, cet ouvrage a été mis en voix donc sur la plateforme des éditions Une voix, une histoire. Donc cet opus a aussi une sortie en audiobook. J'aimerais rendre un hommage spécial à une dame qui elle aussi était auteure. Donc, grande dame par son âge et par son parcours professionnel, née le 16 février 1927 à Morne-à-l'Eau, de conditions sociales fort modestes, elle est la première assistante sociale diplômée d'État de la Guadeloupe et la première présidente de l'Union des femmes guadeloupéennes. Son premier roman, Les gens de bonne espérance, raconte la vie des petites gens de sa campagne mornalienne à la manière d'une George Sand. Son deuxième roman, Mélodie des faubourgs, est couronné par le prix littéraire des Caraïbes. Le destin d'Amélie termine cette trilogie. Entre autres, on lui doit aussi une magnifique biographie d'une autre grande dame de la Guadeloupe, née à Morne-à-l'Eau comme elle-même, 8 ans plus tôt. Il s'agit de Gerty Archimède, fleur et perle de Guadeloupe. Jeune fille, épouse, mère puis grand-mère, elle a toujours été très discrète, allant même jusqu'à signer tous ses ouvrages littéraires du pseudonyme de Julia Lucie. Autre preuve de la grande discrétion de cette dame, les seules images animées que vous verrez d'elle sur le net proviennent de la caméra de son ami José Gernidier, qui ont été prises lors d'une unique interview qu'elle a accordée à Île en Île.
Joyeux anniversaire, honneur et respect à Madame Huguette Daninte, née Manette, alias Lucie Julia, grande dame de la Guadeloupe. Je me dis que très souvent, il y a des personnes comme ça qui ont marqué notre époque, mais peut-être que les autres générations ne connaissent pas, et je tenais à lui faire cet hommage. Nous passons maintenant à une rubrique dont ça va être le 3e volet, les conseils d'écriture de Corinne Dossa. Donc, comme vous l'avez déjà suivi dans les 2 premiers épisodes, Corinne Dossa, l'auteur que nous avons eu l'occasion de recevoir, vous donne des conseils afin de pouvoir vous lancer dans l'écriture et pas à pas, elle vous livre ses recettes. Dans cette capsule, je m'adresse spécifiquement aux romanciers, à ceux qui veulent écrire un roman. D'ailleurs, une biographie peut aussi être romancée. Question pour vous. Quel est votre roman favori? Vous l'avez en tête? Je suis sûre qu'en même temps que le titre de ce livre est apparu devant vous le personnage principal. Peut-être le 2e personnage aussi. Pourquoi? Parce que l'auteur a su susciter une telle émotion qu'il a su établir entre vous, un lien entre vous et ce personnage. Les émotions complexes parfois que ce personnage a vécues, vous les avez vécues avec lui. Quelque chose dans vous, dans votre histoire personnelle, même si votre histoire est totalement différente du personnage, vous a relié à lui. Voilà, à vous, aspirant romancier, c'est ça le travail incroyable que vous devriez faire. Vous avez obligation de susciter de l'empathie chez votre lecteur. Et pour ce faire, il faut travailler le personnage, il faut raconter son histoire, il faut qu'on comprenne les tenants et les aboutissants de ses actions et de ses réactions. Il faut que vous travailliez l'ambiance générale. Et il faut surtout, très important, que vous mainteniez toujours la même ligne. Un romancier travaille l'imaginaire. Lorsque J.K. Rowling écrit Harry Potter, on sait très bien que le monde d'Harry Potter n'existe pas. Et pourtant, on y croit. Pourquoi? Parce qu'elle a su nous emmener avec elle, dans ce monde-là, et qu'elle a toujours gardé la route. Il ne faut pas proposer un trajet à votre lecteur et ensuite bifurquer. Vous risquez de le perdre. Donc, je récapitule. Suscitez de l'empathie. Travaillez vos personnages et restez droit sur votre ligne, même si elle est imaginaire. Là, vous garderez votre lecteur jusqu'au bout. Nous allons maintenant passer à une rubrique que vous attendez, je le sais. C'est la rubrique présentée par Alix, où elle nous fait part de romans qui ont été adaptés à l'écran. Je veux parler donc de sa rubrique « Une page se tourne, silence, ça tourne ». Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder une œuvre très connue du 19e siècle, le Livre de la jungle. Le Livre de la jungle est l'œuvre la plus célèbre de l'écrivain anglais Joseph Rudyard Kipling. Il s'agit en fait de recueils de nouvelles publiés en 2 volumes, le Livre de la jungle en 1894, puis le second Livre de la jungle en 1895. Né à Bombay en 1865, Kipling s'est inspiré de ses années dans la colonie britannique pour écrire ses nouvelles. Son père était conservateur du musée de Lahore et le jeune Kipling a été envoyé en pension en Angleterre à l'âge de 6 ans pour recevoir une éducation britannique, comme il était de coutume à l'époque. Il est retourné en Inde par la suite et a beaucoup voyagé. Il a écrit le Livre de la jungle alors qu'il séjournait dans le Vermont aux États-Unis, pays d'origine de sa femme Carrie Balestier, alors enceinte de leur premier enfant. Dans la maisonnette où le couple s'était installé heureux, Kipling eut l'idée d'inventer entre autres le personnage de Mowgli, un enfant élevé par les loups dans la jungle indienne qui décide de rejoindre le monde des humains accompagné par la panthère Bagheera. Mais Mowgli n'intervient pas dans toutes les nouvelles du livre. D'ailleurs, les histoires ne se déroulent pas toutes dans la jungle indienne, l'une d'elles a même lieu en Alaska.
La loi de la jungle n'ordonne rien sans raison. Recueilli par les loups alors qu'il n'a que quelques mois, Mowgli grandit dans la jungle sous le regard bienveillant de l'ours Balou et de la panthère noire Bagheera. Mais l'infâme Shere Khan rôde et cherche par tous les moyens à mettre la patte sur lui. D'aventure en aventure, Mowgli devra faire face aux pièges tendus par ses ennemis. Trop sauvage pour les hommes, trop humain pour la meute, quelle est la place d'un petit homme dans cette nature hostile ? Récit d'apprentissage au succès mondial, le livre de la jungle nous entraîne au cœur d'un univers merveilleux où règne le danger, mais aussi le courage et l'amitié. C'est un récit à entrées multiples. Il peut être envisagé comme une description imagée et poétique de l'Angleterre victorienne et de son souci du respect de l'ordre et de la hiérarchie. Mowgli, enfant, est amené un jour de par sa nature d'homme à dominer les animaux. Mais auparavant, il doit tout d'abord obéir, recevoir la formation qui le rendra capable de surmonter sa faiblesse. Dans cette histoire destinée aux enfants où les animaux parlent, où la poésie donne plus de force encore au mystère de la jungle, épaisse et animée, Kipling se fait également le chantre de l'aventure impériale et de l'ordre britannique, qui vient imposer un cadre de civilisation nouveau pour l'Inde. Pour Kipling, le colonialisme est une vertu, incarnée dans la personne du vice-roi, sommet d'une hiérarchie soigneusement élaborée. En dépit de cette apparence monolithique, le livre de la jungle a aussi pour décor une société anglo-indienne bientôt amenée à disparaître, ce qui lui donne le charme discret d'un monde désuet sur le point de s'effacer. Paradoxalement, l'ouvrage, ce qui explique peut-être en partie son succès, nous parle avant tout, au-delà de la mise en scène du monde des animaux, de la solidarité humaine, hors de laquelle toute société véritable est impossible. Le livre est devenu un grand classique de la littérature jeunesse et a forcément donné des idées aux studios de cinéma. Pourtant, l'œuvre de Kipling est difficile à porter à l'écran car elle implique de filmer des animaux sauvages qu'il faut domestiquer. La première adaptation remonte à 1942. Ce film américain est réalisé par Zoltan Korda. Mowgli est incarné par Sabu, enfant star découvert quelques années auparavant dans Elephant Boy. Et la magie de Kipling a opéré. Le film est réussi, même si le décor est un peu surchargé et haut en couleurs, grâce à la nouvelle technique du Technicolor et que les indigènes sont interprétés par des acteurs anglophones maquillés, ce qui était la norme à l'époque. Deuxième adaptation, le livre de la jungle de Wolfgang Reitermann, sorti en 1967, le film animé des studios Disney a rencontré un immense succès auprès du public grâce à des personnages attachants, un graphisme léché et des chansons entraînantes telles que Il en faut peu pour être heureux, chantées par Mowgli et Baloo. Cette version est une très libre adaptation du roman d'origine puisque Disney édulcore la noirceur des hommes et la dangerosité des animaux pour en faire un film familial et chaleureux. Le film est marqué par une qualité graphique élevée, mais surtout par l'utilisation d'acteurs vocaux célèbres ayant fortement inspiré les personnages comme Phil Harris pour Baloo, Louis Prima pour le roi Louis et George Sanders, Shere Khan. Pour plusieurs auteurs, la présence de fortes personnalités vocales et un scénario assez simple, sans vrai méchant, font du livre de la jungle une succession de scènes musicales divertissantes, mais où il manque un petit quelque chose. Le film est aussi marqué par la mort de Walt Disney quelques mois avant sa sortie. Pour le studio Disney, l'ensemble marque le début d'une période désignée à la fois comme une forme de déclin, de léthargie, mais aussi de perpétuelle réutilisation d'une même formule, justement utilisée pour le livre de la jungle. Ce n'est que grâce à un programme de formation, de nouveaux talents et une nouvelle direction au milieu des années 80 que le studio Disney retrouve des productions égalant le premier âge d'or. Malgré les critiques, le livre de la jungle est un succès commercial et sert de base à de nombreux produits dérivés. 2 séries animées ont été créées, le livre de la jungle, Souvenirs d'enfance en 1996, qui raconte l'enfance des personnages, et Super Baloo en 1990, où Baloo travaille comme pilote d'avion. En 1995, les studios Disney proposent un remake du film animé en prise de vue réelle, réalisé par Steven Sommers. Ici, Mowgli est adulte et doit protéger les trésors des singes de la jungle contre la cupidité du capitaine Boone. Cette adaptation s'éloigne du livre d'origine en proposant un Mowgli plus proche de Tarzan que du roman et ne rencontre pas le succès escompté. À noter que Lina Headey, Game of Thrones, jouait Kitty, l'amour de jeunesse de Mowgli.
Place au grand spectacle en 2016. Dans cette version, le jeune Mowgli est le seul acteur en chair et en os. Il est interprété par le jeune américain Neil Sethi, acteur de 13 ans, qui avait déjà joué dans le court-métrage Diwali. Les autres personnages ont été construits grâce à des images de synthèse, une technique qui supprime les contraintes de jeu avec les animaux sauvages et permet de créer des décors féeriques et des scènes d'action époustouflantes, comme le prouve la bande-annonce. On mise donc sur un film à grand spectacle, assuré par Jon Favreau, le réalisateur d'Iron Man, habitué des films d'action. Pour couronner le tout, des acteurs reconnus comme Bill Murray ou Scarlett Johansson prêtent leur voix aux personnages. Un beau casting est à signaler aussi pour la version française. On reconnaîtra les timbres de Lambert Wilson, Lélia Becti, Eddie Mitchell ou encore Cécile de France. Le 17 avril 2016, Disney annonce que lors de sa première semaine d'exploitation aux États-Unis, le film a gagné 100 millions de dollars, soit bien plus que les prévisions du studio. Le New York Times évoque un important marketing qui permet de compenser un coût de production estimé à 175 millions de dollars. Des extraits du film avaient été présentés en août devant 7800 personnes au Anaheim Convention Center, mais aussi des publicités sur des chaînes ESPN avant Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force et durant le Super Bowl. Autre adaptation en 2018, Mowgli, la légende de la jungle. Le film est entièrement tourné en performant capture, ce qui prédit des scènes surprenantes, comme l'a expliqué le réalisateur Andy Serkis sur son compte Twitter. Nous tentons une expérience psychologique et émotionnelle sans précédent en transformant les performances phénoménales de nos acteurs en expression animale via la performance capture. Nous innovons en faisant communiquer de manière convaincante des visages animaux de panthères ou de loups à la façon du langage humain. Grâce aux nouvelles technologies, l'histoire de Mowgli traverse les générations. Le film devait sortir en octobre 2016. En 2014, Warner Bros. Décale la date de sortie à octobre 2017 afin d'accorder plus de temps à l'équipe chargée des effets spéciaux. En avril 2016, juste avant la sortie du film, Le Livre de la Jungle des studios Disney, la date est reportée cette fois au 19 octobre 2018. Finalement, la Warner vend le film à Netflix, qui le propose sur sa plateforme. En salle, le film bénéficie seulement d'une avant-première à Mumbai et une sortie limitée dans 2 pays coproducteurs, le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette rétrospective du livre de la jungle est terminée, ainsi que ma chronique, mais d'autres adaptations de ce grand classique verront peut-être le jour. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Nous allons maintenant passer à la conclusion. Nous allons laisser donc la parole à notre auteur. Je rappelle que nous recevions, et nous recevons toujours d'ailleurs, Samuel Kramer Rinaldo, qui va nous parler donc de quelque chose de particulier, parce que tout à l'heure, il vous a montré les trois opus, la tribu des rimes crépues, mais il y a quelque chose de nouveau et je laisse Samuel nous en parler. Alors, nous avons le support papier, mais tu as autre chose à nous présenter. Oui, la tribu s'est agrandie avec un 4e individu, on dira ça comme ça. D'accord. Avec justement l'apparition de la tribu des rimes crépues, l'édition lunaire cette fois, sur la plateforme Une Voix, une Histoire, avec les textes déclamés par moi-même. Et donc voilà, l'idée aussi, c'est que là il y a donc un visuel différent et puis un poème exclusif sur cette version en ligne audiobook de la tribu des rimes crépues sur la plateforme Une Voix, une Histoire. Et donc on profite pour remercier au passage Manixia Titeka, n'est-ce pas? Tout à fait. Qui est donc la directrice des éditions Une Voix, une Histoire. Et donc comment c'est passé? Comment est-ce que c'est toi qui as voulu que ce soit mis en voix ou est-ce que c'est Manick qui t'a contacté? À tout seigneur, tout honneur. D'abord, il faut que je les remercie vraiment chaque fois que ça se passe. Les éditions d'Agmaron, les auteurs, Marie Louison, Didier Manette, Henri Bistoquet, Eros. Tout le temps, je disais, je suis un marqueur, je ne suis pas un diseur. On s'en marquait en bas, on disait. Et donc moi, lire les textes, etc., ça me paniquait. Et je suis allé un jour à
rencontre en fait des auteurs Negmaron au centre Rimini-Souta, et j'ai entendu Marie-Louison lire, j'ai entendu Didier lire, j'ai entendu Eros lire, j'ai entendu Henri Bistoquet lire, et je me suis dit, passez mon expression, merde, je vais faire ça aussi en fait. Il faut que je m'y mette. J'avais envie effectivement de pouvoir effectivement dire mes textes derrière. Le temps passe, j'ai fait une, deux, trois lectures en public, etc. Et puis entre-temps, je ne sais plus lequel des deux a contacté l'autre. Je crois que c'est Manick qui m'a contacté pour me proposer de mettre La Tribu des Rimes Crépues en audiobook. Très bien. Je lui ai dit, ben oui, ok, ça m'intéresse, super et tout. En revanche, je lis pas. Et je lui dis, elle me dit oui, on va avoir donc des acteurs, des lecteurs qui vont lire pour toi les textes. Et puis je lui dis d'accord, mais tu sais, je suis un peu chiant. Moi, je les ai écrits avec une mélodie et ça m'embête quand c'est lu et que c'est pas exactement ce que j'avais en tête. Voulais, oui. Et donc, pour l'exemple, je lui ai dit, bon, écoute, j'avais quelques vidéos, quelques audios que j'avais enregistrés et tout. Je t'envoie ça, comme ça, au moins, ils pourront s'inspirer sur certains poèmes en particulier de comment je le lis et tout. Je lui envoie et elle me répond mais non, Tima, c'est toi qui veux lire tes textes. Donc, très bien. Et donc c'est voilà. Comme ça qu'est né. Ça s'est fait comme ça et après des semaines à tourner en rond, un après-midi, j'ai dit Manick, je viens chez toi, on fait dans les studios enregistrés et puis on a enregistré en une journée et puis voilà quoi. Ah ben c'est super. En tout cas, je suis très heureuse de t'avoir reçu. Ça faisait Merci partie. Pour l'invitation. Donc je tenais vraiment à t'inviter. Je l'avais déjà dit déjà depuis quelques temps. Nous te remercions vraiment d'avoir été là. Merci à toi. Donc je répète que vous pouvez trouver donc La Tribu des Rimes Crépues dans toutes les bonnes librairies, n'est-ce pas? Et vous pouvez aussi trouver La Tribu des Rimes Crépues lunaire. Voilà, édition lunaire. Sur la plateforme des éditions Une Voix, Une Histoire, que vous pouvez trouver donc sur Internet. Il suffira de taper Une Voix, Une Histoire et vous vous laisserez guider pour pouvoir accéder donc à cet audiobook. Vraiment, merci beaucoup Samuel d'avoir été là. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir. Au revoir.